Merci beaucoup, monsieur. J'ai relevé 4 points qui pourront peut-être donner lieu à des débats au sein des intervenants et avec la salle. La distinction entre l'intégrisme et la radicalisation, le fait religieux exacerbé et la radicalisation, les visages spécifiques de l'entreprise, notamment d'une entreprise chargée elle-même d'une mission spécifique, que ce soit dans les instruments de détection ou les outils mis en place dans la réaction face à ces comportements permettent à une entreprise d'agir ou peuvent au contraire mettre une entreprise face à des arbitrages entre le respect d'une procédure et l'efficacité. La relation avec les services de l'État, troisième point, la relation avec les services de l'État qui garde le monopole de certaines compétences régaliennes. Et puis à travers les exemples concrets que vous avez donnés, quatrième point, la distinction très nette peut être faite entre le renseignement et l'exploitation du renseignement. Il y a là 2 éléments distincts sur lesquels nous pouvons travailler. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole au 3e intervenant de cette table ronde, qui est Olivier Anne, et je remercie à nouveau d'accepter de remplacer ainsi, pied levé, le professeur Mboela, qui sera avec nous cet après-midi. Cher Olivier. Merci monsieur le directeur. Alors, mon propos sera très concret et un peu bref. J'aimerais développer 3 points. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est, d'après mon expérience personnelle, la radicalisation, d'après ce que j'ai vu, quelques cas rencontrés en entreprise, et comment les managers que j'ai rencontrés tentent de répondre, quelles sont les solutions qu'ils apportent, quel est leur état d'esprit. Donc j'ai commencé à travailler dans les entreprises touchées par ces phénomènes-là il y a à peu près 4 ans. Les entreprises avec lesquelles je suis en lien encore aujourd'hui sont souvent des PME, ou ce peut être une entreprise qui est au-delà du millier de salariés. Donc on n'est jamais dans l'énorme masse des salariés de la SNCF. Et vous verrez que ça a une influence, puisque les situations ne se présentent pas du tout de la même façon, notamment pour les managers. Quand j'ai commencé à travailler sur ces choses-là, les responsables d'entreprise que je connaissais par ailleurs m'avaient dit, bah tiens, ça serait pas mal si tu pouvais nous faire une petite formation, ou éventuellement on te montre tel dossier et qu'est-ce que tu peux nous en dire. J'avais fait aussi le genre de travaux pour certaines préfectures. Alors, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, moi, ma formation étant historien et islamologue, forcément, j'ai un tropisme religieux, du vocabulaire religieux. Et immédiatement, à la police, comme dans les entreprises, ce qui était frappant, c'est le refus absolu de prendre en compte la dimension religieuse. Les entreprises que j'ai rencontrées, et même certains services de police, disaient « faites-nous une analyse, mais surtout, n'intégrez pas le facteur religieux, puisque on sait bien que c'est pas la religion, on sait bien que c'est pas l'islam, on sait bien que l'islam c'est pas ça, on sait bien que ce sont des gens qui cherchent autre chose, ce sont des gens qui cherchent un dépassement, ils le trouvent dans l'islam, mais ça pourrait être autre chose. » Donc on débouche à ce moment-là sur les fameux débats qu'il y a eu entre J.T. Pell, Olivier Roy, et moi je me sentais pas du tout au niveau pour participer à un débat de ce type-là. Et surtout dans ce que je rencontrais, le vocabulaire religieux, que ça nous plaise ou non, était omniprésent. Cette radicalisation que les gens vivaient n'était jamais vécue comme un phénomène radical, un phénomène, puisque le mot radical a été utilisé à la fin du 19e et au début du 20e siècle en Angleterre pour qualifier les radicals, les groupes politiques qui réclamaient un changement brutal de la société. Donc on a même eu nos Radsoc, hein, donc ils étaient aussi des radicaux, et le vocabulaire politique d'une réclamation au début du XXe siècle d'un changement total de la société, une réforme sociétale, finalement, sociale, on l'a appliqué quasiment tel quel dans les années 90 à la religion, en tout cas ce qu'on pouvait voir au sein des évolutions de l'islam. Donc en fait, on a pris un concept de science politique qu'on a plaqué tel quel dans des phénomènes de type religieux.
Si bien qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec ce vocabulaire, et d'ailleurs l'exposé qui vient d'être fait montre aussi qu'il y a un problème de notion qu'il faudra à chaque fois préciser. Ce que j'ai vu moi comme phénomène de radicalisation, je suis désolé de le dire, c'était des phénomènes de conversion. Conversion, très concrètement, quelqu'un qui était d'origine de famille musulmane, mais la famille n'était pas du tout pratiquante, se convertissait ou se reconvertissait, s'islamisait, selon le verbe islam tout, on se demande, est-ce que tu t'es islam tout? Est-ce que tu es retourné dans l'islam? Est-ce que tu as vécu un retour, le retour? Ou est-ce que tu es dans le repentir, et tauba, ce qui est d'ailleurs le titre d'une sourate. Et donc, en permanence, ce que j'entendais, c'était un vocabulaire religieux. Et avec des managers qui eux disaient, il n'y a pas de religion. Donc il y a une espèce de dichotomie que je voyais au concret, qui était très gênante, parce que comment traiter ou comment aborder un phénomène quand on renonce à identifier, à utiliser les mots qui sont employés par les gens, quitte après à faire des nuances, bien sûr. Alors les conversions que j'ai rencontrées étaient des conversions, évidemment, qui n'étaient pas un islam malikite traditionnel nord-africain, qui étaient des conversions à un islam plutôt hanbalite, plutôt inspiré vaguement du wahhabisme ou inspiré du salafisme issu du 19e siècle. Donc les conversions étaient un retour à des formes d'islam qui finalement étaient très, très récentes. C'est ça qui est drôle, si je puis dire, c'est qu'on prétend revenir à un islam épuré, l'islam pur du 7e siècle, qui en fait n'existe pas, puisque ce salafisme finalement est né au 19e siècle. Et donc cet islamisme, ce fondamentalisme, ce salafisme, est en fait une négation de l'islam, ou en tout cas une négation de l'histoire de l'islam. Il puise dans un islam qui s'est débarrassé de toute l'histoire médiévale, et d'une certaine manière, c'est assez étonnant à dire, mais en tout cas, c'est ce que je remarque, l'islam actuel, en tout cas l'islamisme tel qu'on le vit, est un islam qui nie l'islam médiéval. Et l'islam médiéval est peut-être beaucoup plus ouvert et plus intellectualisant, plus capable de s'adapter aux sociétés que l'islam du 19e siècle que nous voyons aujourd'hui vaincre dans nos mentalités, notamment en France. Donc, il y a un vocabulaire religieux, il y a un phénomène de conversion que j'ai rencontré, qui n'est pas une conversion à l'islam tel qu'on le rêve, mais voilà, le vocabulaire religieux il est là. Et si bien que pour un grand nombre de gens que j'ai pu voir, l'idée d'une négociation autour d'un vivre ensemble était en fait vécue comme une trahison. Trahison envers ce retour, envers ce repentir que les gens vivent, en tout cas ils le disent tel quel. Donc moi je n'ai rencontré que très peu de passages à la violence radicale, en revanche des passages à la radicalisation ou à la conversion, comme je vous l'ai dit, là j'en ai vu énormément. Dans les gens qui se sont convertis, donc excusez-moi j'emploie le mot conversion, on voit effectivement tout type, on voit effectivement la personne qui a utilisé un prêt-à-penser ou un prêt à s'islamiser sur internet, à travers quelques rencontres, un espèce de salafisme fait de briques et de broc, effectivement. Et on voit en revanche des gens de très grande culture qui ont du bagage, qui ont une bibliographie, qui ont lu les grands ouvrages fondamentaux, du handbalisme notamment, Ibn Taymiyyah, Ibn Hanbal, etc. Et avec lesquels il n'est pas si facile de dire, de façon peut-être un peu cavalière, mais tu sais, tout ça, c'est pas grave, on peut vivre ensemble et il n'y a pas de souci. Et quand vous arrivez avec un discours un peu lénifiant, eh bien, évidemment, la défaite est immédiate, puisque vous avez en face de vous des gens qui ont une vraie culture. Une vraie culture, alors qui est la leur? Alors, ils n'ont pas la culture de Voltaire et de Victor Hugo, mais ils ont une culture salafiste très approfondie, et on voit sur les sites salafistes des téléchargements de bibliographie, de grands maîtres à penser du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, XIXe aussi, bien sûr, et les choses ne se contredisent pas si facilement. Et j'en veux pour preuve la maison d'édition, enfin non je ne vais pas donner son nom puisque c'est enregistré, il y a une maison d'édition qui aujourd'hui
multiplie en traduction française des grands ouvrages de salafisme et aussi de salafisme politique extrêmement riches, extrêmement intéressants, et ils font un énorme travail de contradiction avec un usage d'un vocabulaire de sciences politiques. Ceux qui font ça ont au moins Bac+4, Bac+5, et ils sont capables d'utiliser toute notre bibliographie de Sciences Po et de la retourner par une argumentation qui n'est pas seulement une argumentation religieuse, qui est aussi une argumentation de type philosophie politique. Alors évidemment, on peut balayer ça d'un revers de main. Je pense que c'est extrêmement dangereux parce qu'il faut certes mener un dialogue avec les salariés concernés, il faut certes utiliser un management qui a de l'autorité, pas forcément autoritaire, mais qui a de l'autorité, mais il faut aussi, c'est notre travail à nous, universitaires ou journalistes, il faut faire un travail de contradiction intellectuelle contre tous ces ouvrages qui sont riches. Et j'insiste là-dessus, on ne peut pas les balayer d'un revers de main. Notamment pendant les élections présidentielles, j'ai pu récupérer une multitude de manuels de désengagement politique ou de refus du système politique français. Et voilà, on ne peut pas simplement dire, de toute façon c'est des gens, ils ne réfléchissent pas, absolument pas. Alors, deuxième point, très rapidement, dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu aller, les cas que je rencontre sont des cas très connus, mais ce sont des cas totalement anxiogènes, surtout dans les PME. Puisque dans les PME, l'hypothèse de se lancer dans une procédure de prud'homme est complètement anxiogène. Complètement anxiogène parce que quand vous avez 20 salariés et que vous avez un procès à mener, c'est compliqué, vous perdez le poste, vous ne pouvez pas le remplacer immédiatement. Bref, c'est extrêmement compliqué, plus on est dans des entreprises de petite taille. Les cas rencontrés sont généralement des cas de fondamentalisme ou de salafisme, de la pratique salafiste. Les cas que j'ai vus d'actes violents, de passage à la violence, sont en général des actes de soutien au terrorisme international. Par exemple, dans une entreprise, dans les toilettes, vive Amédi Koulibaly sur la vitre des toilettes. C'est, par exemple, des mots antisémites extrêmement durs, voire appel au meurtre au moment, dans une chaîne, appel au meurtre contre Israël et contre les Juifs. Donc il y a quelques cas, moi je ne suis jamais allé jusque, en tout cas je n'ai pas été amené à traiter genre des sujets plus graves, si je puis dire. Ce qui est intéressant, c'est que, et ce que vous disiez aussi tout à l'heure, monsieur, c'est que on peut avoir des cas très limites, où on ne sait pas où se situe le religieux et le politique. Par exemple, dans une usine d'acier, une acierie, on devait faire une coulée extrêmement complexe dans le type de métal pour l'armée israélienne. Et 5 salariés disent « on ne fera pas ta coulée, on ne travaille pas pour Israël ». Et s'ensuit des discours antisémites et antisionistes. Et donc le gros problème qu'ont rencontré les managers, c'est est-ce qu'on est dans une parole religieuse, c'est-à-dire que au nom d'un certain islam, on reste solidaire avec les musulmans et donc on ne fait pas de coulée, donc est-ce que c'est de l'antisémitisme religieux, ou est-ce que c'est une position politique et géopolitique? Je ne veux pas soutenir un État, entre guillemets, oppressif contre une population, la population palestinienne. Et donc, où est la limite? Là, vous sentez très bien qu'entre l'antisionisme et l'antisémitisme, la limite est très complexe à établir. Alors, vous verrez, et dans ce genre de cas, il y a la décision managériale, et bien comme l'entreprise, on était dans à peine une centaine de salariés, on ne pouvait pas se passer de ces 5 salariés, et bien on leur a donné des RTT. Alors qu'il y avait de toute évidence une situation de refus de travail. Et alors là, les prud'hommes, évidemment, auraient laissé passer le licenciement. Mais là, l'entreprise ne peut pas se séparer du salarié parce que ce sont des salariés extrêmement compétents et on en a besoin. Et je vous donnerai d'autres cas après. Les endroits où j'ai aussi pu travailler, c'est dans la manufacture, la confection textile, où là, le cas évidemment classique,
je n'utiliserai pas pour faire tel sac ou tel habit, tel col, puisque dans cette colle, il y a de l'alcool. Alors là, panique à bord, refus de travail, il n'y a pas de dangerosité sanitaire pour la personne, et de toute évidence, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un courant dans le salafisme aujourd'hui en France, qui est un salafisme qui prend naissance au XIXe siècle, qui se développe depuis les années 90, et qui réinvente ses propres règles de haram et de halal. C'est-à-dire qu'en principe, dans le licite, le ma'rouf et le munkar, dans le licite et l'illicite, les choses sont très définies. On n'invente pas quelque chose qui est illicite. Les choses sont précises, tout cela est dans la charia, tout ça a été précisé dès le Xe siècle, mais après c'est amélioré au XIXe siècle. Ce que l'on fait et ce que l'on ne peut pas faire dans un cadre de fondamentalisme, si vous voulez, les choses sont très claires. Alors, il faut les travailler, il faut aller les regarder si on veut s'enraciner dans un mouvement salafiste, mais on peut les trouver. Or, le gros problème, c'est que dans le Coran et dans la tradition musulmane, jusqu'au XIVe siècle, l'alcool, c'est pas tant l'alcool qui est interdit que l'ivresse. Et donc forcément, qui dit ivresse dit alcool. Bon, et surtout le vin, puisque le vin rappelle trop l'Eucharistie. Mais l'alcool, et j'ai rencontré, puisque j'ai travaillé 10 ans en prison, et j'ai rencontré des jeunes qui disaient, moi je ne bois pas d'alcool, mais en revanche ils fumaient le pétard. Parce que dans le Coran, c'est l'alcool. Et oui, mais en fait, tous les imams vous diront que le pétard c'est pareil, ça crée l'ivresse, donc interdit. Et donc on voit des gens qui jouent, même avec d'autres imams, Et c'est pour ça que faire venir des imams, c'est contre-productif, puisque la personne, de toute façon, ne croira jamais à ce que leur dit l'imam, et en plus vous décrédibilisez l'imam qui est venu, donc ça sert à rien. Et donc on voit des gens qui créent un salafisme complètement sur mesure. Je ne bois pas d'alcool, mais je ne touche pas de l'alcool. Et j'ai vu dans une entreprise de manutention, les gars refusaient de transporter les bouteilles d'alcool. Donc il n'y avait même pas de contact avec l'alcool. Je refuse en fait de participer à un péché collectif, entre guillemets. Et donc, on voit se démultiplier des cas qui échappent même au salafisme, même au rigorisme hanbalite. Du coup, c'est absolument ingérable. Et c'est d'abord ingérable pour un imam. J'ai rencontré, j'avais participé à des Jumu'ah, donc des assemblées de prière en prison, et donc avec un imam, voilà, l'imam tel que tout le monde le rêve, et comme on en a beaucoup en France, mais qu'on met peu en avant malheureusement. Et voilà, il discutait avec 5 ou 6 détenus, et les détenus lui disent, nous, on aimerait du halal, on n'a pas de halal, on veut du halal. Et lui dit, oui, très bien, c'est très important le halal, tu as tout à fait raison. Mais ce qui est aussi important dans l'islam, c'est le respect de ses parents, c'est le respect de soi-même, c'est le respect de Dieu, c'est le respect de la morale, et il leur réexplique là, un élément de morale islamique. Et les types revenaient en permanence sur le halal. Et nous, ce qu'on veut, c'est du halal. Et donc, en fait, face à un discours religieux, global, éthique, de respect à la fois de Dieu, mais aussi de la collectivité, de soi-même, en fait, ce discours-là explose face à ces gens-là, qui du coup étaient focalisés sur un point de la doctrine, uniquement un point, sans adaptation possible. Et donc là, à la Jumu'ah suivante, c'était un mois plus tard, il a eu qu'un détenu au lieu de 5. Parce qu'en fait, ils n'accèdent pas à leur demande. C'est-à-dire qu'en présentant un islam global, un islam de responsabilité individuelle et collective, eh bien, cet imam-là ne les intéressait pas. Donc, une multitude de cas qui échappent à toute règle. Par exemple, le halal, chez certains salafistes, devient une espèce de pis-aller de l'écologie. Les seuls produits vraiment écologiques pour l'animal et pour la santé, c'est le halal. Et donc, on a des textes qui sont publiés et qu'on peut lire dans certaines entreprises, alors sous le manteau, enfin on les lit quand même, disant la seule nourriture qui se vale, elle est halal. Et donc en fait, on crée une espèce de système parallèle qui échappe aux religieux, qui est quand même de la religion, mais qui touche à autre chose. Par exemple, une entreprise, il y a 2 frigos. Il y a le frigo halal et le frigo non halal. Alors,
Moi, dans ces cas-là, bête et méchant, je reprends mes textes, je reprends, pour ceux qui connaissent le Sahih al-Bukhari, je reprends Sahih al-Muslim, et je regarde qu'est-ce qui est écrit. Ou dans le Coran, ou dans les hadiths. Qu'est-ce qu'on dit sur deux nourritures qui se côtoient? Une nourriture halal, une nourriture non halal. Alors effectivement, si la sauce de votre ossobuco pénètre à l'intérieur du tupperware où il y a du halal, effectivement, ça peut être gênant. Mais deux tupperwares sur la même étagère, dans le même frigo, ça ne pose aucun problème sur le plan religieux. Mais là, on crée deux frigos. Il y a du religieux, mais il y a aussi autre chose. Ne nions jamais le religieux, ne nions pas qu'il y a autre chose. Vous voyez, c'est toujours une espèce d'équilibre à trouver. Et après, si vous allez voir les gens, leur dire mais attends, ton frigo, c'est pas parce que ton Tupperware sera dans ce frigo qui va plus ou dans tel autre qui va plus devenir halal. Enfin, on échappe à toute règle. Et en fait, après, ça devient une éthique propre, une éthique et un moyen de se reconnaître. Donc effectivement, un communautarisme. Mais là aussi, le communautarisme n'est pas interdit par la loi. La radicalisation de type une conversion religieuse n'est pas interdite par la loi. Vous voyez, une multitude de cas très différents, totalement ingérables pour un manager français. Et alors, ça sera mon dernier point, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les managers, là je reparle bien, on est dans des PME ou dans des entreprises autour de 100 à 500 employés. Les managers sont complètement perdus, parce que c'est pas leur culture, c'est pas leur mode de fonctionner. Autrefois, quand il fallait recréer une cohésion dans une équipe, c'est ce que j'ai vu dans une entreprise de confection, on fait un barbecue. Allez, barbecue. Et je vous raconte un cas très intéressant. Donc, il y a deux plateaux, on est dans une maroquinerie, deux plateaux de travail, deux agents de maîtrise, mais qui cohabitent en permanence, puis sont quasiment dans la même pièce. Et l'un dit, allez, il fait beau, la cohésion en ce moment, elle pêche un peu, on fait un barbecue demain. Sauf que voilà, l'autre agent de maîtrise dit, je veux bien, mais le problème, on va l'appeler Fatima. Fatima, elle fait le ramadan. Moi, je la respecte, on fera pas de barbecue. L'autre dit, bah ouais, mais Fatima, elle peut venir, et puis très vite, ouais, elle me emmerde, etc., etc. Du coup, les deux agents de maîtrise étaient à deux doigts d'en venir aux mains. Autant vous dire que la cohésion, là, elle s'est effondrée. Et jamais personne n'a demandé à Fatima ce qu'elle en pensait. Et jamais personne n'a pu imaginer que cette brave dame qui fait le ramadan n'en parlait à personne, qu'elle était totalement discrète, qu'elle pouvait très bien résister à un barbecue partagé avec ses amis, et que quand on boit un verre d'eau en pleine journée, ça ne gêne pas plus Fatima que ça. Donc en fait, on a parlé à sa place. C'est-à-dire, elle est musulmane, on ne peut pas faire le barbecue. Et donc, on a de temps en temps aussi des cas de surinterprétation. En fait, on veut, comme on est mal à l'aise vis-à-vis de la religion, on veut protéger nos salariés compétents qui sont musulmans, mais parfois en les surprotégeant, on les identifie, on les stigmatise. Donc en fait, ça fait l'effet complètement inverse. Donc vous voyez qu'on a tous les cas de figure possibles. Du coup, face aux craintes des managers, donc il y a des craintes qui sont infondées, comme le fameux cas que je viens de vous donner, et il y a des craintes où on a des managers totalement isolés dans leur chaîne hiérarchique. Et là, du coup, ce que j'ai vécu est très différent de ce que vous avez dit à propos de la SNCF. On sent que le malaise dans certaines PME est tel que l'agent de maîtrise qui est confronté à ça, c'est forcément de sa faute. Et donc, il se fait lâcher par sa chaîne hiérarchique. J'ai un cas très concret de chaîne halal où le manager, l'agent de maîtrise est en souffrance puisque les sacrificateurs ne lui serrent plus la main. Bon, hein, vous savez, une chaîne alimentaire, souvent l'ambiance est très française, hein, elle est très authentique, si je puis dire. Là, cet agent de maîtrise habitué à une convivialité au quotidien, on ne lui serre pas la main, parce que si on la lui serre, quand bien même c'est pas une femme, la sacrification pourrait être invalidée, et il se retrouve tout seul dans sa chaîne. Du coup, souffrance au travail. Dans cette chaîne en tant que telle,
l'entreprise a été obligée de ne plus recruter de femmes. Ça veut dire que dans certaines entreprises, surtout l'agroalimentaire, il y a de facto un recrutement sexiste qui est opéré. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Alors, l'entreprise, et là, vous parliez de fermeté et d'autorité quand il faut la donner, eh bien, dans les petites entreprises que je rencontre, en fait, on ne peut pas. On ne peut pas. Un cas aussi, une chaîne halal, on est dans le sud de la France, où, par manque de main-d'œuvre, l'entreprise a été obligée de recruter, entre guillemets, n'importe qui. Et jusqu'à il y a 4-5 ans, cette chaîne pouvait accepter des gens qui baragouinaient un peu le français, avec lesquels on pouvait se débrouiller, et qui aujourd'hui, ce ne sont plus que des étrangers qui ne parlent pas français. Et à tel point qu'il y a certaines chaînes non halal qui deviennent halal par défaut. Alors attention, on avait parlé de ça, mais c'était des choix d'entreprise. Là, j'ai un cas où l'entreprise complètement perdue, et ses salariés lui ont échappé. Les salariés ont dit, nous, on préfère faire du halal. Ah oui, mais attendez, non, cette chaîne, elle n'est pas halal. Oui, mais on la fera halal. Oui, mais attendez, moi, je ne vous paye pas la certification. Je ne fais pas venir de mosquée pour valider le processus. Aucune importance, nous, c'est pas grave. Nous, on aime bien, on préfère quand c'est comme ça. Donc, l'entreprise quitte complètement le cadre de sa production, quitte le cadre quasiment légal, sanitaire, etc., etc. Et quitte même le cadre de l'islam officiel. Et quand je leur dis, mais intervenez, enfin, entretien individuel, punition, sanction, on ne trouve pas de salariés. On ne trouve pas de main-d'œuvre. Alors ça, ce sont les cas extrêmes. Hein, c'est des cas extrêmes, mais qui existent. Donc vous voyez, il faut toujours revenir à 2 points, c'est ce que j'essaie, c'est le petit message que j'essaie de passer dans les entreprises, c'est l'autorité de la chaîne managériale. Vous avez les moyens managériaux, qui en plus sont légaux, de vous imposer dans votre chaîne de production. Seulement, ce management, il faut qu'il soit assertif et il faut qu'il soit en cohérence avec toute la chaîne. Et on ne fait pas comme j'ai rencontré une fois, oui, bien sûr, on vous soutient, et au premier problème, c'est l'agent de maîtrise qui dégage. Alors ça arrive dans les PME, ça arrive souvent. Donc, une cohérence managériale. Et ce qui est plutôt enthousiasmant, c'est que dans un grand nombre d'entreprises, maintenant, on fait des micro-formations où on commence à alerter les gens. On commence à mettre des chartes. Alors les chartes, ça ne fait pas tout, ça n'a pas de valeur juridique, mais voilà, il y a des petits progrès qui sont en train d'être faits pour redonner de l'assurance aux managers. Et enfin, n'oublions pas que le droit, c'est le deuxième point que je dis en permanence, vous avez un droit. Et le droit, globalement, il est pour vous. Globalement. Sans jusqu'à parler de cas de radicalisation violente ou terroriste, globalement, le droit est plutôt bien fait. Un refus de travail pour raisons religieuses non motivées, alors que la chaîne managériale avait déjà fait des propositions d'adaptation, en général, ça passe. Donc en fait, quand j'avais fait l'analyse, je pourrais vous le donner si vous voulez, d'une trentaine de cas de prud'homme ou de cour de cassation autour des problèmes de renvoi pour raisons religieuses. Globalement, sur les 4/5e des cas, l'entreprise est gagnante de la situation. Donc on a un droit, restons sur le droit.